Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée. Euh, J'accueille pour cette soirée d'ailleurs Sarah Desmonen. Bonsoir Sarah. Bonsoir Muriel et bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons explorer avec Sarah les secrets universels. Euh, alors sachez que ça va porter donc sur les clés et les fondements essentiels du développement personnel et spirituel. Car l'être humain est un être complexe de par sa multidimensionnalité, ses croyances, ses peurs et sa nature divine. Alors, durant toute cette soirée, nous allons apprendre, entre autres, comment lever les peurs et les croyances, les blocages, comment rentrer en connexion avec soi. Qu'est-ce que c'est que l'âme, l'esprit, et comment les vies antérieures nous influencent. Comment développer notre intuition et nos dons, comment pardonner. Et qu'est-ce que l'amour? Comment aimer, et vivre dans l'amour? Alors restez bien avec nous, puisque tous ces éléments, donc, tout ce qui touche à l'abondance, la paix, la félicité, donc Sarah va vraiment nous amener à explorer tout cela pendant toute cette soirée. Et puis, nous répondrons à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, à nous dire déjà si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Et en toute fin de soirée, eh bien, nous allons bénéficier d'une belle méditation d'élévation spirituelle. Pardon. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous et toutes bien installés pour vivre en toute sérénité cette belle soirée qui s'annonce avec Sarah. Alors, en attendant que vous me fassiez vos retours dans le chat au niveau de la technique, donc du son et de l'image, eh bien, Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir? Eh bien, merci Muriel pour cette belle introduction. Ça me donne déjà envie de me lancer dans le sujet. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Desmonen. Je suis thérapeute et consultante holistique. J'accompagne les gens dans leur réalisation, notamment tous les thérapeutes bien-être, les coachs, toutes les personnes qui souhaitent aller encore plus loin dans leur profession, mais aussi dans leur identité personnelle et spirituelle, et qui ne savent pas des fois comment dépasser des mots, des problématiques, et qui ont besoin du coup d'être drivés, d'être coachés pour justement rayonner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, je travaille en distanciel, en présentiel, donc sur Paris ou autre. Et par rapport à mon parcours de vie, donc qui a été très très riche, je suis descendante de lignée Kabyle et Viking. Du coup, ces enseignements, cette sensibilité qui m'a été transmise me permet aujourd'hui de bien comprendre l'être humain, ses mécanismes. Je vais vous faire part aujourd'hui et ainsi donc permettre aux gens qui viennent me trouver, aux professionnels et aux particuliers, de les accompagner au mieux dans une qualité vraiment, on va dire, premium de leur réalisation, afin qu'ils puissent être autonomes dans tout ce qui va être développement personnel et spirituel. Il faut savoir que beaucoup de choses se passent sur Terre et qu'on n'explique pas forcément, ou des fois on a différents sons de cloche, ou on a une compréhension des fois limitée de ce que peut être une notion comme le lâcher-prise ou le pardon, tant qu'on ne l'a pas vécu ou tant qu'on n'a pas expérimenté certaines choses. Donc aujourd'hui, dans les secrets universels, qui peut s'apparenter à un premier module de conférence parce que c'est un sujet qui est très vaste, il n'y a pas que les thèmes que Muriel a pu aborder, il y en a aussi plein d'autres, mais qui ne seront pas pour ce soir, que j'aborderai donc certainement lors d'autres conférences et certainement lors des ateliers qui suivront du coup cette conférence. Donc, est-ce que vous nous entendez bien avant que je me lance donc pleinement dans cette explication, donc dans cette belle conférence? Pour le son, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, Et bien tout sûr, pour les est questions, parfait. vous pourrez Tout les est poser. parfait. Parfait. Bon, ben, cool. On y va. Prenez votre verre d'eau, votre popcorn, on est parti. Donc, qu'est-ce que signifient les secrets universels? Je pars sur le principe que l'être humain, pour se réaliser, porte bon nombre de secrets. Conscient pour la plupart et inconscient pour d'autres. Quand je dis conscient, c'est-à-dire qu'on a conscience que pour vivre, il faut respirer, il faut boire de l'eau, pour être en bonne santé, il faut faire du sport, etc. Et ils sont universels parce que, effectivement, en tant qu'être vivant, on ne peut y déroger. Nous sommes tous soumis à l'énergie, à la magie des éléments,
à la magie donc du prana, des énergies subtiles, des guides, mais aussi de notre âme et de notre esprit. Du coup, il y a des choses que l'on peut vivre consciemment et il y a des choses qui nous impactent inconsciemment, comme les mémoires karmiques, comme les mémoires transgénérationnelles. Et tous ces secrets, donc de toutes ces énergies, tout ce que nous pouvons porter, font de notre identité et la personne donc que nous sommes amenés aussi à devenir plus tard et à transformer chaque jour après de notre vie. Pour vous en dire plus, pour moi, il y a 4 grands aspects dans les secrets universels. Ceux qui font de l'être, c'est-à-dire notre parcours, notre expérience de vie, notre construction de la vie in utero, donc aussi de notre petite enfance, de notre venue sur Terre, à la réalisation donc pleine en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'individu. Et après, nous avons l'aspect donc du cœur, donc l'aspect émotionnel, au-delà de l'expérience qu'on peut avoir et les interactions que l'on a avec les autres dans l'être. Nous avons aussi le côté émotionnel, donc le côté cœur, notre sensibilité, qui est pour moi une force. Nous avons ensuite donc nos dons, nos capacités extrasensorielles que l'on retrouve au niveau donc de l'âme, des connexions, de l'esprit. Et nous avons donc tout ce qui est aspect du corps. Le corps qui, selon moi, est bien trop négligé, alors que c'est un instrument plus que magique, qui nous porte, qui nous permet d'expérimenter, d'interagir avec le monde de manière consciente, et il arrive même à nous faire comprendre plein de choses au niveau du subtil et de l'invisible. Donc, les 4 grands aspects, nous allons les voir donc aujourd'hui. Effectivement, pour être, qu'est-ce qu'il faut? C'est se connaître, autant dans ses qualités que ses défauts. Pourquoi est-ce que c'est utile de connaître ses défauts? Ce n'est pas pour les mettre sous le tapis, au contraire, c'est ce qui va vous permettre du coup d'enrichir vos pleines capacités et vos connaissances. Un défaut que l'on juge ainsi, c'est parce qu'il ne, on va dire, correspond pas à ce que l'on aimerait. C'est-à-dire qu'on aimerait par exemple courir plus vite, on se dit bon, je ne cours pas vite, on a du mal à courir, ça peut être un défaut. Un défaut, ça peut être un trait de caractère, ça peut être de la jalousie par exemple. Un défaut, ça peut être une inaptitude. Oh, par exemple, je suis pas bonne cuisinière, etc. Tous ces exemples-là, effectivement, en termes de défauts, permet de voir où nous on pêche, où l'autre, donc notre prochain, peut nous aider à être, du coup, à combler ce manque. Donc, on peut se diriger vers des personnes de confiance, que sont des fois notre famille. Si c'est pas notre famille, ça peut être des amis, ou d'autres personnes, donc des inconnus qui feront partie après de notre famille d'âme pour nous soutenir, dépasser certaines problématiques, parce qu'on est là sur Terre avant tout pour se rencontrer et dépasser donc des croyances, des schémas et aller dans des zones inconfortables des fois qu'on appelle donc les zones d'inconnu. Sortir de ce que l'on porte, donc en venant sur Terre, pour se rencontrer davantage. Donc au niveau donc de ces défauts et de ces qualités qui sont bonnes aussi à connaître, donc la qualité ça peut être effectivement, comme on parlait tout à l'heure du thème, du lâcher prise, du pardon. Oui, c'est bien d'être dans le pardon et notamment aux thérapeutes que j'accompagne, c'est bien d'être dans la compassion, mais à quel prix? Est-ce que vous êtes prêt à renier votre identité et votre liberté personnelle pour servir les autres? Je pense pas, ou du moins il faudrait pas. Donc c'est ainsi que beaucoup de personnes en fait se limitent même au niveau de l'abondance, de l'argent, de leur droit à exister, en se disant qu'ils doivent se sacrifier pour aider les autres. Donc secret universel veut dire langage aussi universel. Donc c'est pour cette raison que je vais remettre des mots sur des mots, définir donc plein d'aspects qui soient donc psychiques, émotionnels, et vous permettre donc tout au long de cette conférence de comprendre qui vous êtes, où vous en êtes, pour être davantage autonome dans votre réalisation. Sachez aussi qu'on fera une belle partie FAQ, donc fort aux questions à la fin. N'hésitez pas à les noter dès maintenant. Muriel les liste, elle m'en fera part à la fin. N'ayez pas de problème. Et pour la méditation qui aura lieu à la fin, sachez qu'elle est là vraiment pour être accueillie. On va booster votre niveau spirituel, vos énergies, et on va vous reconnecter au niveau du plan du cœur, du corps et de l'âme. On va vraiment aller dans cette élévation-là. Donc voilà. Rassurez-vous, il y aura un bonus à la fin. Alors, concernant donc les secrets universels, qu'est-ce que le lâcher-prise, sujet que l'on entend tous? J'enchaînerai après avec le pardon. Le lâcher-prise, pour moi, c'est lâcher le stimuli, le côté prise, comme on peut symboliser une prise électrique, lâcher ce qui vient vous mettre en réaction
vous mettre dans une stimulation incontrôlée de vos émotions et qui vous empêche du coup d'agir en conscience dans des comportements fluides et bénéfiques pour vous. Lâcher prise, c'est lâcher donc toute cette charge, généralement elle est psychique et émotionnelle, puisque du coup, le système nerveux, c'est un système nerveux, il y a des nerfs, il y a des courants électriques, donc ça illustre un peu ça. Le lâcher prise se fait d'une situation à une autre situation. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à lâcher prise sur quelques aspects que vous arriverez à lâcher prise sur tout, puisqu'il n'y a que l'expérience qui va fortifier votre tolérance, des fois à l'intolérable. C'est-à-dire que des fois, il faut accepter de souffrir. Bon, je schématise, un accouchement, c'est pas tout le temps agréable. Avant de le vivre, on lâche prise sur beaucoup de choses, et puis à un moment donné, avant de vivre une expérience qui peut être un peu plus dure, on ne sait pas si on lâchera prise, et c'est un défi de vie, c'est un défi pour se rencontrer, pour voir jusqu'où on est prêt à aller, et il n'y a pas de jugement dans l'évolution de l'être humain, dans la réalisation pleine de l'être humain, et c'est important de l'entendre, parce que tout est une question de bienveillance, de pardon, et d'acceptation de soi. Donc lâcher prise, c'est lâcher une forme de culpabilité, de stimuler intellectuel, c'est-à-dire ne pas chercher tout le temps à comprendre, mais à accepter la situation telle qu'elle est à l'instant T pour pouvoir y répondre différemment que par une réaction psychique, émotionnelle ou des fois même énergétique. Ça nous met tellement en surchauffe que des fois, notre stress fait qu'on grille les appareils ou qu'on démagnétise les montres, etc. Donc, c'est vraiment redevenir maître de nos énergies, de notre conscience. C'est pour cette raison qu'on appelle aussi les personnes qui sont d'une certaine maîtrise de leur pensée des maîtres spirituel. Donc, le lâcher prise, c'est important, mais c'est pas quelque chose, effectivement, qu'on dit à quelqu'un, oh, lâche prise, etc. C'est pas quelque chose qui est forcément facile, et il faut accepter que le processus de lâcher prise puisse prendre du temps. Dans le développement personnel, dans le développement spirituel, l'essentiel, je dirais que c'est l'acceptation du temps. Effectivement, le temps, il aide pas forcément à tout oublier, mais il aide à intégrer certaines choses, et il nous donne l'occasion de nous dépasser. Donc de soigner certaines blessures, de prendre conscience effectivement que ce que nous avons essayé à un instant T sur une expérience est le fruit simplement d'un instant T sur une expérience. Si vous faites par exemple une soirée d'anniversaire, vous dites je vais faire un super gâteau, vous faites un gâteau, il y a un essai, on va dire. Si ce gâteau est une réussite, tant mieux, vous pourrez le refaire exactement. Si les moyens, vous l'avez pas assez salé, pas trop sucré, etc., il faudra en refaire un. C'est l'expérience. Et la science, dans notre société, on le voit très bien dans la médecine, c'est une série d'expériences, donc notamment beaucoup d'échecs avant une réussite. Donc lâcher prise, c'est cette bienveillance envers soi. Savoir petit à petit se détacher, dans le sens que je reprends le côté un peu professionnel, ça va vous parler. Les praticiens, généralement, donc notamment les thérapeutes, ou les gens qui accompagnent dans le coaching, ou des pratiques alternatives de relaxation, que ce soit du yoga et de la sophrologie, des fois peuvent se trouver fusionnés, donc si on fait ça, fusionnés avec leur entreprise. Et donc, ils associent le prix, le temps, la communication à leur valeur à eux. Alors que ce n'est pas leur valeur. Nous sommes tous en fait là pour proposer des services avec des objectifs et des résolutions de problèmes. Ces objectifs et ces résolutions de problèmes, donc, doivent se faire en fonction du potentiel de la personne en face, mais ça ne dénaturera pas qui vous êtes. Donc, lâcher prise, c'est des gens qui ne sont pas, entre guillemets, contents d'un processus ou autre. Ce n'est pas vous, entre guillemets, qui les incrimine, mais l'étape du processus qui ne leur correspond pas forcément, le package, la communication, la compréhension qu'ils en ont. Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts? Est-ce que vous auriez dû les accepter, pas les accepter, etc. Donc, la relativité, la résilience, ça fait partie du processus de lâcher prise. Le pardon. On m'a demandé une fois, est-ce qu'on doit tout pardonner? Alors, le pardon, ça ne veut pas dire qu'on va forcément trouver une excuse justifiable à l'autre dans le comportement ou l'action qu'il a commise et qui nous a pu nous porter défaut ou nous faire du mal. Oui, la phrase est un peu longue. Mais du coup, le pardon, c'est avant tout une acceptation à nouveau. Le mot acceptation, vous allez beaucoup l'entendre, c'est une acceptation présentement de la situation. Ça veut dire un état de fait qui s'établit et une acceptation de son état d'être. Ok, la situation, la maison a brûlé parce que Michel, il a laissé la poêle cramer, machin bidule. Faut lui pardonner, mais entre guillemets, j'ai perdu toute ma vie, tous mes papiers, etc. J'accepte donc l'état de fait, la situation.
présente, donc ça fait appel, le pardon, au pragmatisme, état de fait, ok. Par contre, état d'être, je valide le fait que j'ai le droit d'être en stress, le fait que j'ai le droit de ne pas être bien, d'être perdu dans mes remises en question. Donc, le lâcher prise et rejoindre le pardon, mais je vais vous faire comme ça des petites marches de lien pour comprendre le cercle des émotions, le cercle de l'évolution. Donc, le pardon, c'est aussi cette façon de dire, ok, là, je sens que ça sert à rien, donc je me pardonne d'être dans cet état. C'est-à-dire, je ne vais pas en plus me culpabiliser parce que Michel, en fait, sa femme est décédée, il a 40 000 pathologies, il est aveugle, etc. Voilà. C'est déculpabiliser, c'est je me pardonne avant pour mieux accepter la situation, l'état de fait qui m'est imposé dans cette vie. En sachant, entre parenthèses, vous avez tous le droit, toutes les droits de gueuler contre l'univers, contre la vie, vous avez le droit de crier à l'injustice, en disant purée, je mène une vie pépère, je suis gentille, et puis il y a des boulets, des gourdes qui m'atombent dessus. Vous avez le droit de râler. Et donc, suite au lâcher prise et au pardon, ce qui est important, donc, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, la bienveillance, on en entend beaucoup parler. Mais l'amour de soi, ça ne veut pas dire mettre des petits cœurs partout, mettre des oh, I love you. Non. L'amour de soi, qu'est-ce que ça signifie? C'est être suffisamment parent de soi-même pour être dans une forme de bienveillance, du coup, d'acceptation que l'on n'est pas parfait. Le côté parfait n'existe pas. Vous êtes parfait dans votre imperfection, d'où le côté défaut et qualité qui sont importants de connaître pour justement vous permettre de connaître la quintessence de votre être. C'est juste magique, c'est juste formidable de se dire « Waouh, j'ai la chance de vivre, de me rencontrer ». La vie, pour tous ceux qui sont un peu dépressifs ou autres, c'est un état donné, c'est un état de fait donné à un instant T. Effectivement, on a peur effectivement du lendemain, mais à chaque fois qu'on vit une expérience, chaque jour, on se dit « Waouh, j'ai été capable de franchir cette expérience ». Et quand du coup, on regarde des situations qui ne vont pas présentement, votre patron, il est méchant, il est égoïste, votre vie de famille, votre compagne ou votre compagnon ne vous aide pas assez dans le quotidien, vous êtes frustré, vos enfants n'écoutent pas, ils font mal leurs devoirs, il y a une saturation émotionnelle. Et beaucoup de gens rentrent dans du burn-out parce que du coup, ils sont toujours en gestion de l'extérieur, dans un mode sacrificiel. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous le partager aussi. Au niveau des secrets universels, on parle beaucoup de l'influence, donc de la numérologie, des signes du zodiaque, etc. Oui, on parlait tout à l'heure d'influence universelle inconsciente, ça en fait partie. Je reviendrai dessus après. Quoique, ils me disent maintenant de vous le dire, pour la numérologie, pour calculer son chemin de vie, c'est le jour plus le mois, plus, entre parenthèses, l'année ramenée à un chiffre. Donc, c'est-à-dire que vous additionnez pas le jour, le mois et l'année complète, c'est jour plus mois, plus l'année ramenée à un chiffre. Pourquoi? Parce que pour connaître votre année d'évolution terrestre, spirituelle, l'année où il y aura de grands changements, c'est jour plus mois plus année, donc ça va vous donner une année. Donc là, vous saurez du coup l'année qui va être du coup un changement pour vous. Donc l'année où il y a eu un bouleversement, ça peut être un divorce, un mariage, ça peut être un décès, ça peut être une rencontre merveilleuse, un essor professionnel, un éveil spirituel, ça peut être plein de choses. Petite parenthèse sur la numérologie, mais pour connaître votre chemin de vie, vous ramenez l'année à un chiffre, je dis bien un chiffre, pas un nombre, et vous additionnez le jour et le mois. Si vous tombez sur un maître nombre, c'est-à-dire que vous êtes 11, 2, 22, 4, 33, 6, etc. 44, 4, 44, 8, etc. Donc, pour revenir à l'amour de soi, à la bienveillance, c'est effectivement donc de se connaître en sachant qu'on subit aussi des influences extérieures. On parle souvent de Neptune rétrograde, etc. Sur l'extérieur, effectivement, l'acceptation, le pardon et le lâcher-prise font beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai choisi cette conférence? Parce qu'on est en 2022 à l'heure actuelle, que les années à venir vont encore changer, entre guillemets, donc de fréquence, ça va être de plus en plus intense et on demande à l'être humain d'être de plus en plus conscient de ce qu'il vit et d'être responsable de ses actions et de ses inactions. Du coup, c'est important d'avoir ces bases, ce vocabulaire-là, cette conscience-là pour évoluer. L'amour de soi, qu'est-ce que c'est que s'aimer? C'est compliqué. Ça ne veut pas dire forcément aller tous les jours chez l'esthéticienne, ça ne veut pas dire faire tous les mois une coloration de cheveux, ça veut dire juste faire des choses effectivement qui sont en adéquation avec vos valeurs morales, psychiques et émotionnelles, l'amour de soi, tout en respectant votre rythme d'évolution physiologique, intellectuel, sensitif et émotionnel. Vous pouvez noter toutes les définitions, je vais créer un Larousse bientôt. Non, je rigole. Du coup, en fait, l'amour de soi, ça dépend du rythme de l'évolution
Effectivement, vous avez le droit de vous détester sur un instant parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il n'y a pas eu le contrôle. On parlait tout à l'heure de maîtrise, mais le contrôle est généralement, on va dire, le pivot de destruction de l'amour de soi. C'est-à-dire, effectivement, on a envie de tout contrôler parce que, on vit une grande insécurité. En fait, vous voyez pas ma main quand je fais ça. Donc, on vit une grande insécurité. On ne sait pas comment se positionner. On est toujours en remise en question, en comparaison avec notre voisin. Ça peut être même entre guillemets, alors j'aime pas le terme un concurrent, je préfère dire un confrère professionnel, où on se dit mince, on est tous les 4 là sophrologues, comment je fais pour me démarquer? En fait, ça amène beaucoup de choses, le contrôle. Du coup, on se laisse moins de temps, on prend peut-être plus sur nos jours de congé, on sacrifie du temps personnel, du temps émotionnel. C'est lourd. Alors que l'amour de soi, c'est effectivement, j'ai prévu d'aller courir tous les jours. Aujourd'hui, il pleut, je me sens fatiguée. Même si c'est bien des fois de sortir de sa zone de confort et de se dépasser, c'est-à-dire d'entreprendre un petit boost en disant ok, là aujourd'hui je suis sous les couettes, je suis bien, mais je sens que j'ai la flemme. Et la flemme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif, je procrastine. Du coup, je vais me faire un peu violence pour aller un petit peu plus loin dans ce que je peux faire et du coup me dire que la journée, je vais attaquer plus tôt. Donc les petits défis personnels sont importants dans l'amour de soi. Sinon, ça s'appelle de la macération dans sa zone de confort. Et donc, vous allez rester donc emmuré. Et plus en fait on reste emmuré dans une zone de confort, plus on crée ce qu'on appelle un stress, une anxiété, des fois une forme de spasmophilie, de toutes les petites choses qui peuvent nous arriver dans le quotidien. Donc en fait, pour dépasser et pas se créer des peurs, parce que nos peurs se créent en fonction de l'environnement que l'on connaît. Plus vous allez rester dans vos peurs, plus en fait vous allez être soumis à des contraintes psychiques, émotionnelles, relationnelles qui vont vous stresser et du coup il y a une intolérance qui sera exacerbée face à ces phénomènes de vie et de quotidien. Et notamment la routine qui vient généralement plomber les relations, une évolution personnelle ou des fois même professionnelle. Donc se faire des petits défis est positif. Et je vous encourage de toute façon à les faire à votre rythme. Ça peut être visiter une ville, manger un truc que vous n'avez pas l'habitude de manger, une spécialité, un plat, etc. Tout ça, ça fait partie aussi de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est être effectivement son propre parent. C'est être dans cette bienveillance, dans cette écoute-là. Si des fois vous n'avez pas la compréhension de quelque chose, pour accompagner donc beaucoup de gens en médiumnité, je vous illustre ça, beaucoup de personnes me disent « Ah mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qu'il va y avoir ». C'est pas grave de ne pas savoir. Tous les animaux ne le savent pas et ça ne l'empêche pas de vivre et de même d'avoir une faune et une flore très harmonieuse quand l'humain n'y met pas la pagaille. Donc, il y a un équilibre. Ne pas savoir, ce n'est pas grave. Par contre, notre système d'éducation a plombé beaucoup de choses. Selon moi, ce n'est que mon avis personnel. Pourquoi? Parce qu'on a jugé l'être humain sur sa capacité plus de mémorisation que réellement son intelligence dite émotionnelle et intellectuelle. C'est-à-dire intellectuel, le fait de mémoriser, ok, mais le fait de comprendre pourquoi on doit mémoriser les choses et la remise en question, on ne nous apprend pas plus que ça. Donc en fait, on n'a pas forcément un discernement clair et établi quand on sort de l'école. L'intelligence émotionnelle, le respect de l'autre, non, il y a beaucoup de compétitivité. Et on le voit beaucoup, par exemple, à l'époque des Spartiates, le combat, la haine entre eux, enfin, c'était très violent, l'éducation des Spartiates. C'était des combats qui étaient faits, on leur apprenait plus à se détester entre eux pour voir qui était le plus fort. Il y avait des jeux, des fois d'humiliation, c'était tout un processus. Donc là, dans notre société actuelle, on a aussi des croyances qui sont héritées, qui sont même entretenues. Je parle beaucoup de la mode, par exemple. On nous fait croire qu'il est bon de porter ça pour plaire à telle personne, que si on n'a pas ce produit ou qu'on ne fait pas cette action, mais on ne vaudra rien. Et c'est dangereux, dans le sens que pour trouver notre identité réelle, je parlais d'identité tout à l'heure et de liberté, pour se sentir libre de vivre, se sentir libre d'incarner qui on est, et bien du coup, on ne se sent pas légitime d'être une femme, on se sent femme à moitié, on se sent une femme pas comme une autre femme, ça veut rien dire, mais pourtant c'est la majorité des choses qui ressortent par rapport à tout ce qu'on voit même dans nos séries télé, etc. L'homme, pareil, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Est-ce que ça veut dire être dur? Est-ce que ça veut dire être émotif? En fait, il y a plein de clauses qui ont été mises dans notre croyance, dans notre construction, qu'il nous faut abolir pour nous rencontrer. De l'autre côté, défaut, qualité aussi. Et dans cette construction donc, de couple, pour moi, ce qui est important de rappeler à l'homme et la femme, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc. Oui, la communication peut être différente entre un homme et une femme, mais ça ne justifie pas tout. Et là, du coup, je parle de l'amour de soi, mais aussi par rapport à l'amour de l'autre. Vous voyez la bascule? Donc, petite bascule donc, sur l'amour de soi. Donc, prendre soin de soi, c'est dans la bienveillance, c'est s'accorder des moments off, des moments de dépassement de soi, c'est jouer avec soi.
Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose à l'instant T, vous y arriverez plus tard. Et dans vos relations, c'est pareil, c'est de l'expérimentation, c'est un jeu. La vie est un jeu, effectivement, pas forcément tout le temps drôle. Des fois, vous aurez besoin de vous mettre sous cloche, de vous mettre sous réserve, de faire des périodes d'introspection, de solitude. Vous aurez besoin de couper, même avec vos amis très proches, et vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier. Si les autres ressentent de l'anxiété par rapport à ça, c'est vrai que ça leur appartient. Et quand vous vous sentirez prêt, ce sont vraiment des amis, ils comprendront, et du coup, vous permettront de leur expliquer pourquoi vous avez besoin de vous mettre en retrait. Donc l'introspection, l'amour de soi, ça fait partie aussi de soi. Ça veut dire potentiellement pouvoir décevoir les autres et ainsi, comment on peut dire, créer en fait une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme envers soi et une nouvelle relation, une nouvelle conscience. Ensuite, donc je parlais de l'amour de l'autre. L'autre, effectivement, est autre. Vous ne pourrez pas le changer, vous ne pourrez pas le contrôler, vous ne pourrez pas le métamorphoser. Par contre, ce qui est important, et je parle du système d'éducation, c'est qu'on habitue donc les femmes à être des soignantes. Donc des thérapeutes où il faut être à l'écoute, dans la compréhension. Les jeunes filles, on leur dit souvent chut, fais pas de bruit, parce que effectivement le cri des petites filles est plus aigu que celui des petits garçons. C'est pour ça que les doublages, même dans les films, sont généralement des petits garçons qui font les voix de petites filles. Donc, on dit que la fille, il faut la canaliser. Il y a beaucoup de croyances comme ça, on la laisse pas s'exprimer. Il faut qu'elle soit à l'écoute, il faut qu'elle comprenne. L'homme, on lui demande de prouver sa valeur. Donc, c'est une autre problématique. On lui dit que pour être performant, il faut qu'il sache construire ceci, qu'il sache entreprendre, qu'il réussisse, qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et en fait, on ne les entraîne pas dans une compréhension émotionnelle, forcément. Et la femme, du coup, se trouve plus tard à avoir du coup un rôle encore de thérapeute, beaucoup de culpabilité, beaucoup d'anxiété dans le couple. La femme, de manière générale, porte beaucoup d'anxiété par rapport à l'amour. Et l'homme a besoin donc, pour se sentir exister, pour se sentir, on va dire, parce qu'il a les mêmes souffrances que la femme, mais il va réagir différemment. Pour lui, comme il n'a pas cette communication qui s'est créée, ce lien, entre guillemets, où on lui a dit en gros qu'il fallait pas forcément qu'il soit tout le temps dans la compréhension de ce que l'autre pourrait ressentir, etc., que c'était des émotions de femmelette, ou voilà, les petits garçons dans la cour, comment ils sont, simplement, mais parce que c'est un phénomène aussi qui est engendré. On leur demande d'être fort, de pas pleurer. Il y a tout ça qui ressort même dans les dessins animés, notamment on le voit quand il y a toujours le héros et la demoiselle en détresse, que le héros doit sauver, et la demoiselle après remercie le héros en prenant soin du héros. Voilà, en lui offrant à manger, en faisant un bisou. Il y a ce côté gratitude donnée à l'autre. Donc en fait, dans le psyché, dans l'inconscient, au niveau des couples, la femme est comme programmée à donner, l'homme plus à recevoir. Et si du coup il n'arrive pas à débloquer quelque chose au niveau de la relation, il va plutôt se sortir un temps donné. Il va se mettre en pause. Il va se mettre effectivement, là on le retrouve un peu dans les hommes viennent de Mars et de Vénus, mais pour moi c'est plus une forme de souffrance aussi émotionnelle, parce qu'il y a une forme de positionnement de ok, je sens que l'autre en face veut faire quelque chose, mais ce qu'elle demande ou ce que j'ai besoin n'est pas forcément en adéquation. Donc un homme qui se mettra en retrait, alors qu'importe, je ne parle pas des couples hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, qu'importe, je parle vraiment des mécanismes que l'on retrouve. On pourront avoir plus tendance du coup à dire ok, j'ai besoin d'un temps de souffler, parce que des fois ils peuvent se sentir indignes de votre amour, mesdames, messieurs, qu'importe, mais ils peuvent se sentir indignes et donc rejeter, repousser un temps donné, le temps de se retrouver, de faire le deuil sur ce qu'ils n'ont pas pu contrôler, parce qu'on leur a dit qu'il fallait être performant et s'ils n'y arrivent pas à réparer quelque chose, à construire quelque chose, mais ça peut être hyper violent pour eux et du coup ils ont besoin de prendre soin d'eux. Et si jamais, alors ça vous arrive, que vous avez un partenaire qui est pas forcément dans une expression, que vous sentez qu'il y a un mal-être, mesdames, au lieu de rentrer dans une forme d'anxiété, alors je dis mesdames, comme je dis, je schématise un petit peu là, mais en gros la personne en face qui va rentrer dans une phase d'anxiété en disant mais t'es sûre, ça va, je vois que ça va pas, si tu veux je suis là, je peux me parler. Oui, vous pouvez dire écoute, je sens que ça va pas bien, je te laisse dans ton espace, t'as besoin, je suis là, mais par contre, vous ne restez pas. Et c'est très dur, en fait, de ne pas rester alors que vous aimez la personne parce qu'elle a peur de perdre. Et l'une des grandes blessures que l'on retrouve beaucoup dans les couples, c'est la peur de l'abandon. Donc du coup, on doit toujours prouver notre amour, on doit généralement bien s'habiller. Donc il y a plein de croyances comme ça qui sont héritées. Alors que pour l'amour de l'autre, simplement, c'est être authentique. Dites les phrases de manière pragmatique. Du coup, on parlait tout à l'heure de pardon. Se pardonner de ne pas contrôler une situation, même quand elle est amoureuse et qu'on aimerait aider l'autre, qu'on aimerait le sauver. On ne peut pas le sauver au-delà de ce que lui s'accorde à être ou à faire.
Donc tout simplement, accordez-vous un temps pour vous, en disant ok, je me confronte à tous mes pires démons, j'ai des peurs, j'ai des croyances, ce qui va être là, c'est quand je reviendrai alors que je me fais un week-end alors qu'il n'est pas forcément bien. Le fait de prendre du détachement va vous faire sortir du rôle de la thérapeute ou de l'infirmière. Pour les femmes, généralement, je schématise. Pour l'homme, par contre, ça va lui donner aussi la matrice de ok, je sais que je risque pas perdre la compagne parce qu'elle me laisse l'espace et en même temps, ça me permet de voir à quel degré je suis prêt à m'investir ou pas dans les relations. Et en fait, en permettant à votre couple une meilleure communication, donc moi ce que j'appelle une communication vectorielle sans mots, c'est-à-dire proposer à l'un et à l'autre, des fois quand il y a un surplus d'émotions, de ne pas forcément rentrer dans la compréhension. Donc là encore, la compréhension intellectuelle, on nous a dit toujours de comprendre pour aller mieux. Des fois, ça peut être utile, mais des fois, ça peut manquer, on va dire, de bienveillance dans le sens qu'on ne laisse pas le temps. Encore une fois, cette notion de temps. Donc, je vous encourage. Écoute, je suis pas bien, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me tenir cet oreiller? Vas-y, tiens-le. J'ai envie de punchimber dedans. J'ai envie de dire des mots, des grossièretés ou faire des sons, genre ouais, comme vous voulez, qu'importe, mais extérioriser. Et une fois que vous l'avez fait, vous dites ok, si tu as envie de le faire, moi ça m'a fait trop du bien. J'avais besoin d'extérioriser. Est-ce que tu peux m'accompagner dans cette décharge émotionnelle? Et si jamais vous avez besoin de parler ou d'exercer, la personne en fait rentre, même s'il y a une gestuelle physique, par exemple taper dans l'oreiller, va rentrer dans une écoute réelle et un investissement réel. On n'est pas tout le temps en quête de solution, mais surtout en quête d'écoute. Du coup, pour s'auto-valider. Et si vous prenez le temps dans ces processus de bien vous écouter, c'est-à-dire de voir en quoi ça vous impacte, comment ça résonne en vous, et bien naturellement, l'autre va voir comment vous êtes dans ce travail donc de purification, de nettoyage émotionnel et psychique, et ainsi il va également se prêter au jeu. Et après, ça peut être des choses que vous faites une fois par mois en disant « Oh là là, pas telle collègue, elle a fait ci, elle a fait ça. Et l'autre va dire « Ah oui, mais moi aussi, ça s'est passé comme ça. » Et en fait, vous allez avoir une communication plus fluide, pas forcément pour vous plaindre des autres, mais aussi pour dire des choses qui vont bien. Et ça va être important. Mais surtout, ça va être casser ces masques sociaux qu'on nous a inculqués du coup depuis qu'on est tout petit sur effectivement la femme doit être tout le temps dans l'écoute et la compréhension de l'autre et du coup dans le sacrificiel et l'homme lui doit être tout le temps dans la performance s'il veut mériter être heureux et dans le bonheur. Donc c'est bien de casser tout ça et même si vous dites à quelqu'un en gros j'ai pas besoin effectivement que tu sois performant pour la réalisation de notre couple, la personne en face, comme ça n'a été que son référentiel, ça peut être violent à entendre. Donc ça peut être quelque chose à dire, mais par contre, vous pouvez dire waouh, mais je t'apprécie, je t'aime comme tu es. Chaque jour, je t'apprécie un peu plus. Chaque jour, je découvre des choses de toi qui me plaisent. Chaque jour, effectivement, à tes côtés, je me sens évoluer. Et c'est des phrases constructives que vous pouvez dire comme des mantras et qui sont pas pour faire plaisir ou brosser l'autre dans le sens du poil, mais qui sont sincères. Et ça demande à se connaître. Et vous pouvez dire aussi, ah ben, écoute, le comportement que tu as eu la semaine dernière, ça m'a fait piquer un de ces stress, ça m'a fait monter l'anxiété, mais grâce à ça, j'ai pu dépasser ma peur d'être abandonnée, d'être rejetée, donc franchement, merci. Et là, en fait, vous rentrez dans un processus hyper constructif où l'autre n'est pas un parent, un bourreau, un professeur qui va vous juger sur une épreuve théorique ou mathématique ou physique, qu'importe. Il est là juste pour vous accueillir tel que vous êtes. Et c'est hyper important. Donc, on parle donc de cet amour de couple, on parle des mécanismes, donc là, c'est des mécanismes conscients. Là, par rapport aux mécanismes donc, dit karmiques, transgénérationnels, tout ce qu'on porte au niveau de l'âme, généralement, quand on est petit, on sent qu'on a effectivement des choses à faire. Et tous les enfants sentent qu'il y a des choses à faire, des choses qui ne vont pas dans notre monde actuel. Alors, j'ai un chat, je m'excuse parce que j'ai des petits poils qui volent et ça me gêne. Donc, on a des processus que l'on porte, et depuis qu'on est tout petit, même in utero, on a notre sensibilité, on a ce bagage familial, et des fois, on est là aussi, donc pas que pour stopper un schéma familial, mais avant tout pour se libérer soi. C'est-à-dire que quand les contrats d'âme, entre guillemets, se fait, c'est effectivement un peu le côté, bon allez, bourreau, sauveur, victime, qui joue quoi, mais au-delà de ça, et c'est là où est-ce que j'aimerais bien décristalliser un peu la croyance là-dessus, c'est on choisit, entre guillemets, notre famille dans certaines mesures. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas pour moi réellement votre famille, je dis vraiment pour moi, vous choisissez les expériences à vivre au sein d'une famille, ce qui est totalement différent. Si
le processus que vous choisissez de vivre dans une famille, c'est une famille effectivement qui est fracassée, qui est destroy. Le processus que vous allez chercher, c'est pas tant cette famille-là, c'est pas par plaisir, c'est parce que le processus derrière qui vous est donné, c'est soit pour vous aider à forcer votre émancipation, donc vous émanciper plus vite, vous permettre de mûrir plus vite, ou de préserver du coup certains aspects de vous-même qui ne exploiteront du coup que plus tard. Ou du coup, de faire l'impasse à l'instant T sur les émotions de votre enfant intérieur pour le forcer à grandir et après vous donner la joie plus tard, 10 ou 20 ans après, de baigner dans cette allégresse que de retrouver du coup le plaisir que de vivre et d'exister. C'est tout un processus. Donc pour moi, c'est pas tant, on dit ouais, on choisit nos parents, on choisit pas pour moi réellement les parents. Vous choisissez plutôt une thématique de vie et d'expérience sur un instant T. Effectivement, pour mon exemple, j'ai eu une famille où ça n'a pas été simple. J'ai eu de la maltraitance, j'ai été séquestrée, j'ai vécu des choses très lourdes. Mais par contre, j'en suis, entre guillemets, alors pas contente, mais en gratitude, dans le sens que je n'ai exploité mes capacités donc depuis l'enfance, mais je ne les ai divulguées et précisées que quand je me suis déclarée. Si j'avais été dans une famille plus ouverte, j'en aurais peut-être parlé durant l'enfance. Peut-être que je serais rentrée dans un ego spirituel. Peut-être que je me serais effectivement lassée de ça. Je n'aurais pas cultivé mon jardin secret. Je n'aurais pas fait des recherches personnelles en tant qu'autodidacte. Je ne serais pas allée vraiment dans les tréfonds émotionnels, psychiques et du coup au niveau de tout ce qui peut être subtil ou même, on va dire, terrestre. Ça m'a poussée à aller encore plus loin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une expertise énorme et poussée, vraiment dans le développement personnel et l'accompagnement justement des praticiens, des thérapeutes, des personnes sensibles qui ont du mal à revendiquer leur identité et leur personnalité. Donc, ça a été un cadeau. Donc, le processus, effectivement, n'était pas agréable, comme tout processus de changement et de transformation. Par contre, il m'était nécessaire dans mon évolution. Donc, dans ce que l'on choisit, entre guillemets, au niveau de l'âme, ce sont plus des clés et des outils à obtenir à la fin ou au fil d'une épreuve. On n'est pas obligé de réussir, entre guillemets, l'épreuve. Par exemple, si votre défi, en fait, il n'y a pas vraiment de réussite, je suis en train de me dire, ma phrase est très mal construite. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans un milieu où il y a de la drogue, où il y a de l'alcool, votre but, c'est pas de fumer ou de ne pas fumer, c'est d'apprendre quelque chose de cette situation et de voir comment vous l'avez dépassé, pas dépassé, ou comment, à un moment donné, donc quand je dis pas dépassé, ça peut être vous plonger pleinement dedans, mais après, comment ça vous a transformé positivement. Et dans la vie, on est donc dans la vie, dans chaque vie que l'on a, on n'a pas tous effectivement le même nombre d'incarnations, on n'a pas tous la même mission. Il y a des gens qui sont juste là pour vivre tranquillement une vie, on va dire, posée, qui sont pourtant très spirituels, mais qui ne vont pas aller dans l'expression pleine de leur potentiel. Mais parce qu'en fait, c'est juste pour eux. Ils n'ont pas à être sauvés. Et je vois beaucoup de gens, des fois, dans le côté thérapeute, qui voient leurs amis en disant « Ah, il faut que tu travailles ici ». Mais pas forcément. Il faut dédramatiser le côté spirituel, le côté âme, le côté connexion, parce que sinon vous allez, vous étouffer et vous n'êtes pas un sauveur. Vous devez sauver votre personne, c'est-à-dire prendre le plus grand soin de votre petite fille intérieure en étant votre propre parent ou de votre petit garçon intérieur. Mais par contre, vous ne devez pas effectivement vous sacrifier pour autrui. Si par contre la personne est prête à faire un cheminement sur elle, vous pouvez lui dire « Ok, qu'est-ce que tu as besoin ? Je vois que tu essaies de faire quelque chose, je vois que tu essaies de dire quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un soutien émotionnel ? Tu veux une écoute ? Ou tu veux des solutions ? À ce moment-là, si tu veux des solutions, je peux t'accompagner à mon niveau, mais je peux aussi te proposer de t'orienter vers d'autres pratiques, des techniques qu'à mon niveau, je connais, que j'exerce, mais par contre, à toi d'en faire ta signification et ton sens. Et c'est ça le plus important. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça dans les secrets universels ? Parce que pour moi, ça fait partie des bases du bon sens, du savoir-vivre, du savoir-être. Et du coup, le savoir-faire en société, le savoir exister, l'amour de soi, ça en fait partie. Et c'est essentiel. De nos jours, on est beaucoup dans du comparatif de l'avoir, de l'être, du faire. What ? Pourquoi comparer ce qui est incomparable ? On ne peut comparer personne.
même si des personnes sont dans le même lycée, même tout cursus, on va dire, maternelle, primaire, collège, lycée, faculté, diplôme, profession, ce sont deux personnes différentes parce que la nature même de leur émotion, de leur psyché, de leur construction, de leur histoire d'âme est différente. Et c'est ce que je vous mets en lumière généralement chez les gens et c'est ce que j'apprécie aujourd'hui de pouvoir faire en vous partageant donc toutes ces bases, tous ces secrets. Et il faut savoir aussi que rien n'est vraiment déterminé au-delà des points clés de votre évolution dans une vie. Donc ce qu'on appelle le destin, c'est vraiment ces points phares, ces points de chute A, B, C, T par exemple. Vous êtes libre de serpenter, de faire plein d'expériences entre, mais le point, par exemple, si vous devez apprendre le lâcher prise, vous l'apprendrez. Et si jamais c'est pas suffisant avec une expérience, ils vous mettront d'autres circuits jusqu'à ce que vous appreniez vraiment le point B. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser le temps ou le durée d'évolution entre le point A et B, par exemple, mais par contre, vous êtes maître de savoir comment vous allez passer les différentes épreuves, par contre, entre le point A et le point B. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on dit que la vie est un voyage, qu'elle est là pour du coup nous enrichir, nous permettre du coup de découvrir le meilleur de nous-mêmes, sans pour autant nous bloquer ou nous limiter dans notre construction. Parce que du coup, c'est pas parce qu'on va avoir enchaîné A, B, C, D qu'on va être pleinement heureux. Mais par contre, le fait de bien se connaître va permettre du coup de, à un moment donné, se recentrer et dire « Ok, ça j'élague, j'en veux plus dans ma vie, ça je le veux, ça je le veux plus ». Et quand je dis j'élague, c'est-à-dire qu'on a tous cette phase de croissance. C'est-à-dire qu'on est tous en petit, on découvre le monde, on a envie de faire plein de choses, on étalonne notre savoir, nos compétences, on fait plein de formations, on comprend plein de choses, on lit des livres, on pense tout comprendre, on intègre une très grande partie, surtout en théorie, en pratique, mais c'est la vie qui va le définir, surtout voir si on a vraiment la maîtrise, on revient avec ce mot, de nos émotions et de notre psyché. Mais sinon, tout ce que l'on apprend, à un moment donné, le but, c'est de refaire une unité, de se ramener à soi et de savoir dire « Ah stop, là aujourd'hui, j'arrête de me perdre à gauche, à droite, qui suis-je » J'ai expérimenté toutes les colorations de mon être à travers différents aspects, différentes relations. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Ce n'est pas grave de ne pas avoir réussi à faire certaines choses. Là, je vais parler d'un côté donc d'abondance justement et de connexion. Je reviendrai sur l'âme et l'esprit après. Bon, beaucoup de personnes, même les plus riches au monde, n'ont pas de diplôme plus que ça. C'est pas parce que vous allez avoir quelque chose que quelque chose vous est dû dans la vie. Et ça, c'est un phénomène d'acceptation qui est très important. Très, très important. Ce n'est pas parce que vous allez faire plein de BA que, en fait, Madame la vie, j'ai fait 101 BA, vous me devez un ticket restaurant, un bon de réduction, je ne sais quoi derrière. Ça marche pas comme ça. Les cadeaux, en fait, à chaque BA, c'est à vous que vous les faites. C'est à vous, c'est-à-dire que chaque chose que vous allez entreprendre, que vous allez vous donner dans le droit de l'existence, du ressenti, de l'expérimentation, c'est le cadeau que vous faites. Ce cadeau de vivre, de vous rencontrer. Il n'y a rien qui est dû. Quand j'entends les gens, je vais faire ci, ça, et après, je bénéficierai un peu comme une retraite, certainement des graines que j'ai germées. Oui, on a toujours, quand on graine du positif, à un moment donné, les gens restent dans la bienveillance, il y a toujours une entraide, ou des fois même, les gens qui sont, entre guillemets, dans une forme de malveillance, sont des fois des plus grands de Z et des plus grands sauveurs, parce qu'ils vous forcent du coup à vous réinventer, ils vous forcent à vous repositionner. Et au niveau de la spiritualité, il y a un truc, bon, ça c'est personnel et ça me fait horreur là-dessus. C'est les gens qui disent « Oh mais ma connexion elle est parfaite, je suis éveillée, bon courage sur votre chemin, je dépasse l'entendement. » Moi, ça me blase parce qu'en fait, les personnes qui sont sur ce chemin-là font l'expérimentation justement de ce qu'on appelle l'ego spirituel. Ils ont le droit de se croire comme Dieu, comme le descendant de telle divinité. Ouais. Et après, c'est leur univers, c'est leur vérité, mais ils n'ont pas à impacter la vérité de l'autre ou à justifier qu'ils doivent avoir plus de reconnaissance que certaines personnes. Et c'est ça qui m'insupporte. Donc, vous avez le droit d'être vous, vous avez le droit de percevoir des choses, de les remettre en question, c'est utile aussi. C'est-à-dire que dans la vie, les guides et votre âme ne vous montreront pas tout d'un coup. On va vous montrer des brides de votre évolution,
de votre potentialité, de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez exploité à l'instant T. Et après, vous allez en faire un check-up. Qu'est-ce qui est le plus important? Savoir qu'est-ce que porte votre âme ou savoir comment vous l'incarnez sur Terre, quelle est votre identité présente, quelle est votre force, qu'est-ce que vous allez pouvoir nourrir dans cette planète, auprès de l'être humain, de la nature, des animaux, comment vous allez pouvoir bénéficier de la jouissance de vous-même, de votre parcours spirituel, personnel, comment vous allez pouvoir vous enrichir de la joie de vivre dans votre réalisation. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. Oui, on a tous des dons, on est tous plus ou moins sages, plus ou moins foufou, plus ou moins amoureux, plus ou moins fleurbeux, plus ou moins colériques, plus ou moins stressés. Et c'est très juste. Ça fait partie de nos défis de vie. Le but, c'est pas être tous comme des moines dans une montagne où on bouge plus, où on médite toute la journée. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est simplement pouvoir incarner qui vous êtes au niveau cœur, corps, âme, pleinement en conscience, en acceptant les vagues de la vie, c'est-à-dire les vagues de dépression. Vous avez le droit d'être dans le down et accepter les phases d'élévation, de prise de conscience et de jouer avec ça. Donc effectivement, quand on enchaîne plein de vagues, donc de down, ça veut dire peut-être qu'on n'a pas effectivement choisi la bonne cheminement et qu'on lutte pour aller du point A au point B. Donc à ce moment-là, voir qu'est-ce qui, dans notre quotidien, n'est pas en accord, qu'est-ce qu'on ne veut pas écouter, qu'est-ce qu'on nourrit et qui peut nous desservir. Donc par rapport aux mémoires donc dites karmiques, aux mémoires de l'âme, pardon, parce que je dis larmes, les larmes effectivement c'est l'expression de l'âme généralement quand le corps n'en peut plus. Je parlais de dépressurisation, cette émotion qui ressort, qui libère aussi beaucoup de substances chimiques au niveau du cerveau pour lâcher le surplus. Elles sont hyper importantes. La sensibilité est une réelle force. C'est ce qui vous permet d'être dans l'anticipation de certaines choses, permettre du coup de décoder certains mécanismes extérieurs pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est ce qui vous permet aussi de fortifier votre intuition et votre médiumnité. C'est ce qui vous permet aussi de pressentir, de déceler et de corriger des fois certaines problématiques physiques, sensorielles, donc des fois énergétiques au niveau du corps de la personne qui vient vous voir ou de votre propre organisme. Et vous avez le droit aussi de ne rien faire. C'est-à-dire que vous avez le droit aussi de vous dire j'ai fait beaucoup pour le monde, ok. On justifie notre temps de pause par rapport à l'extérieur, on peut. Ou on peut simplement se dire, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Il y a un enfant une fois qui m'a dit, alors je vous le partage parce que je trouvais ça très beau, je lui ai demandé qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et il m'a dit, je vais prendre le temps de ne rien faire pour voir qu'est-ce que j'ai envie de faire et voir qui je suis aujourd'hui. L'enfant, il a 6 ans, j'ai trouvé ça terrible, j'ai fait waouh, quelle compréhension de la vie, et c'est très beau. Donc, les secrets, c'est être vous, c'est permettre de l'amusement, du jeu, de l'entendement, vous permettre du coup de vous réaliser. Il n'y a pas de recette miracle à votre évolution. La seule personne qui peut réellement savoir et définir, c'est vous. Vous pouvez être accompagné effectivement pour définir. Et c'est là où il y a d'autres personnes qui sont plus ou moins conscientes du processus d'évolution de chacun, qui peuvent vous aider à un instant T. Personnellement, j'ai du mal, moi, à aller voir des gens parce que beaucoup de choses, alors je parle vraiment en accompagnement, parce que beaucoup de choses que je fais sont vraiment de la grosse introspection, je me fous un peu des tatanes et des baffes moi-même, où je plonge bien dans le down. Après, j'en parle à des amis ou éventuellement, je vais voir une personne, mais ça va pas être pour effectivement qu'elle me porte. Ça va être juste pour faire un bilan. Ok, je vais voir cette personne, je vais voir ce qu'elle va me dire et voir ce que je ressens sur moi est valide ou pas. Et à partir de là, je me dis, ok, bon, j'ai franchi le cap. Après, je suis quelqu'un de très intuitive. J'ai vécu un peu en préscience toute ma vie grâce à cette enfance. J'ai eu une forme d'omniscience. Donc, même si elle était très dure, j'arrivais à anticiper tous les jours ce qui allait arriver. J'arrivais à voir présentement ce qui allait se passer en 2-3 heures ou instantanément. Pas pour éviter les situations, mais pour les vivre avec davantage d'amour, de compréhension et du coup avoir une compréhension de l'être humain extrêmement poussée et globale. Donc, dans les secrets universels, j'ai envie de vous dire au niveau de la joie, au niveau du plaisir à prendre que d'incarner qui vous êtes, sachez qu'il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de timing parfait. Les relations de couple, beaucoup me disent « Ah, mais vous pensez je vais être en couple ?» Moi, je ne vois pas de problématiques qui empêchent les gens d'être en couple. Par contre, je vois beaucoup de peur, c'est-à-dire une problématique extérieure. Par contre, je vois beaucoup de peur, de défis, d'introspection, la peur de perdre l'autre, sans entamer une relation
il y a un peu la croyance encore sociétale qu'il faut que ce soit le prince charmant ou la princesse de nos rêves. Donc, il y a plein de choses à décloisonner là-dessus. Donc, pour moi, c'est plus vous remettrez en question tout ce qui veut pas dire vous battre contre un système, mais ça veut dire savoir temporiser et surfer sur la vague. L'image que j'ai en carte du tarot, c'est la carte effectivement du pendu. Donc, qui dit qui perd gagne, c'est-à-dire vous autorisez à faire un pivot, à vous balancer, à faire un saut périlleux, un saut qui peut être dangereux, mais qui au final va être élévateur parce qu'il vous oblige à changer de conscience. Et la carte que je vois en parallèle en flash, c'est la carte donc de la roue de la fortune, cette grande roue où il faut prendre la manivelle et pagayer pour avancer, même si elle est sur un flot, un cours d'eau que l'on ne peut maîtriser, qui peut être nos émotions, le flot de la vie ou simplement des relations. Donc, en fait, pour vous réaliser être heureux dans l'abondance, c'est être au clair avec vous et ça demande 3 choses. Donc, de la sensibilité, du courage et une forme donc de sagesse. Et sagesse qui est aussi, on va dire, de l'ordre du battleur en carte du tarot, de l'émerveillement, de l'expérimentation, à dire ok, c'est pas que l'ermite dans sa montagne, c'est aussi j'ai des outils en main. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui est pertinent de faire? Ma sensibilité, elle est là. Comment je l'utilise? Comment je l'exploite? Et au-delà de ça, donc au niveau cœur, au niveau de ma volonté d'être, du parcours que je peux faire initiatique, comment est-ce que je peux le réaliser au quotidien? En sachant qu'il n'y a pas besoin forcément de partir loin pour vous réaliser. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 voyages loin pour vous rencontrer. Il y a 2 films que je peux vous recommander, c'est Mange, Prie, Aime, qui parle un peu de cette remise en question, de se trouver, donc là pour le coup avec des voyages à l'étranger, ou le film du coup du guerrier pacifique, qui est toute une phase d'introspection quand il y a des choses qui nous tombent dessus dans la vie, pour nous permettre du coup de changer de conscience, faire cette carte vraiment du battleur, donc qui perd gagne, et faire un saut périlleux. Vous comprendrez davantage pour ceux qui n'ont pas vu le film. J'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments pour cette première conférence sur ce thème-là, sachant qu'il y en aura d'autres de prévus, mais qui seront pour 2023 pour la suite de ce thème. Et bien sûr, des ateliers qui vont accompagner ce thème, donc sur l'amour, sur la libération, donc vraiment déblocage, même si là, je vous ai donné quelques pistes. Ce sera des ateliers pratiques et l'atelier du coup pour trouver vraiment l'amour de soi. Donc là, Muriel, si tu es d'accord, on va passer aux questions et après à la méditation. Merci beaucoup, Sarah, pour cette belle présentation. Alors, une question, tu l'avais abordée tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. Est-ce qu'il faut tout pardonner? C'est une question de Yanis. Alors, dans cette question-là, bon, pour répondre plus succinctement, tout pardonner, ça ne veut pas dire tout excuser. Tout ne s'excuse pas, dans le sens effectivement que l'on n'oublie pas tout. Par contre, ça veut dire juste reconnaître, accepter que la situation ne peut être autrement pour le moment. Si une personne vous trompe, même si vous lui en voulez de toute votre colère, de toute votre haine, vous ne pouvez pas changer le fait. Donc l'acceptation du fait partie de l'amour de soi. Donc pour soi-même, il est important donc d'accepter dans un premier temps la situation et d'accepter la réaction émotionnelle que cela produit. Pardonner, c'est donner une partie de nous, donc savoir effectivement que ça nous coûte une partie de notre ego pour pouvoir nous aimer. Donc tout pardonner, je dirais qu'il y a une forme plus d'acceptation que de pardon, comme on pourrait dire excusez tout. Si une personne je vais prendre des exemples trash, désolé pour illustrer, mais si une personne viole votre enfant, vous ne pouvez pas, entre guillemets, réellement pardonner. Par contre, vous pouvez accepter que la situation soit telle qu'elle est. Vous pouvez effectivement accepter d'en vouloir à cette personne, mais vous pouvez avant tout donc pardonner. Ça signifie là, dans ce cas-là, accepter d'accompagner votre enfant, aller au-delà de l'événement. Pardonner, c'est ça. Pour accompagner votre enfant et aller à l'essentiel, au pragmatisme. Le plus important, c'est d'aller toujours dans cette construction positive d'amour et d'obtenir un résultat qui soit élévateur pour tous. C'est ça le pardon, réellement. Donc c'est pas évident, ça met du temps. Merci beaucoup, Sarah. Je t'en prie. C'est également ce que tu nous conseilles de faire quand la blessure est profonde. Alors quand la blessure est profonde, on ne peut pas le faire de suite. Même l'acceptation d'une émotion forte, l'accepter telle qu'elle est pragmatiquement, je dirais que c'est impossible si on ne se laisse pas la phase de deuil. Deuil de l'expérience.
quand il y a une problématique, une situation, il faut prendre le temps d'abord qu'elle se clôture sur tous les aspects. On le voit souvent quand on fait un soin énergétique, je pense comparatif, on dit le soin s'intègre vite, rapidement pour les cellules les plus rapides et très longuement pour les cellules les plus lentes. Il faut compter 30 jours, entre 21 et 30 jours, vraiment pour une intégration pleine et complète, et il faut éviter de faire d'autres soins entre-temps. Donc là, c'est pareil. Pour vraiment déjà faire un processus donc, de transformation, donc le pardon, c'est un processus de transformation, d'acceptation, pour rebondir sur une situation, il faut d'abord faire le deuil de la situation. Et le deuil, ça passe effectivement par une phase down, l'acceptation qu'on ne puisse pas maîtriser, qu'on ne puisse pas revenir en arrière. C'est l'acceptation en fait de sa blessure d'injustice aussi, qu'elle soit après relative au rejet, à l'abandon ou à la trahison, ou même pas l'illumination, à l'humiliation, pardon, afin que l'on puisse après entamer un processus de transformation. Donc l'étape de deuil, pour moi, là, on peut effectivement pardonner, donc la transformer, mais il faut nécessairement qu'elle passe par une phase de deuil. Et elle peut mettre entre 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. La vie, elle prend le temps. Mais plus vous prendrez le temps, et moins vous vous chargerez émotionnellement en vous disant, il faut vraiment que je lâche prise, il faut vraiment que j'avance, hein, plus ça va durer. Parce que si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, forcément votre cerveau va penser à un éléphant rose. Et là, c'est le même principe. Donc si on veut pardonner, il ne faut pas d'abord chercher à pardonner, il faut d'abord chercher à s'accompagner. Donc voilà, donc oui, le processus est faisable dans tout, mais vraiment par étapes, pour revenir dessus. Alors je m'excuse, je me regarde pas, j'ai toujours un petit poil qui vole de mon petit chat, qui est allé se coucher tout à l'heure, mais qui m'a laissé plein de petits cadeaux autour de l'ordinateur. Merci pour ta réponse et merci pour la question, Giovanni. Alors, une question de Véronique. Comment pardonner à certaines personnes tout en sachant qu'on a une part de responsabilité? Alors, je vais relire la question pour être sûre de bien comprendre ta demande de Véronique, c'est important. Donc, comment pardonner à certaines personnes tout en sachant qu'on a une part de responsabilité? Alors, quand je la lis, je sens comme une forme un peu d'autoflagellation. C'est-à-dire, pardonner à l'autre, c'est pas à l'autre que tu dois pardonner, c'est avant tout à toi en premier lieu. Et la situation par rapport à l'autre, après, te fera déculpabiliser de certaines choses et ça sera plus fluide. Mais c'est avant tout, pour moi, là, en toi, on n'est pas responsable du choix de l'autre. Tu peux être la meilleure épouse au monde, tu peux être la plus belle compagne, être multimilliardaire, avoir un niveau intellectuel qui dépasse celui d'Einstein, être ce qu'on pourrait dire la perfection même incarnée. Ça n'empêchera peut-être pas une personne de te tromper ou d'aller abuser de toi. Donc, avant tout, ce n'est pas à toi de répondre au fait que l'autre n'aille pas faire quelque chose qui puisse après te causer préjudice, pardon. C'est avant tout, toi, te rassénérer, te rassurer, te dire ok là c'est ok pour moi, je me pardonne. Donc pour moi c'est avant tout envers toi là dans cette question. On a tous une part de responsabilité du moment qu'on est en interaction avec la vie et avec l'autre. Mais cette part de responsabilité, effectivement, elle est toujours de 50-50. La personne que j'ai pris en image tout à l'heure qui faisait à manger, qui était aveugle, qui avait des problèmes de santé, mais peut-être qu'elle aurait dû être accompagnée, mais au-delà de ça, est-ce que c'est grave? Ce n'est pas grave. Et notamment, ça j'ai envie de... ta question est bonne parce qu'elle me fait rebondir là-dessus. Dédramatiser le côté matériel. Imaginez, vous rentrez chez vous, il y a, je sais pas, votre fille, votre mari, votre femme qui casse un meuble parce qu'il est mal fixé au mur, il casse, la vaisselle tombe, etc. Oui, ça met en colère et on se dit merde, j'aurais dû fixer le meuble différemment. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. La première question, c'est est-ce qu'il y a eu des blessés? Oui, c'est potentiellement de l'argent, mais l'argent, c'est un moyen, c'est un liquide qui n'aide qu'un instant T, c'est pas des possessions que vous aurez dans le temps. Par contre, l'expérience que vous allez vivre avec ces personnes, ça va vous suivre de vie en vie. Donc, comment pardonner à certaines personnes tout en sachant qu'on a une part de responsabilité? Moi, je dirais simplement, c'est dédramatiser, là, pour le coup, de la situation. C'est se détacher émotionnellement en disant, ok, je suis responsable de ma vie, mais je ne suis pas responsable de ce que les autres engendrent derrière. Si par exemple, je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi pour illustrer. Je suis fumeuse, je fume. L'autre, bah, du coup, il a envie de fumer et au final, en fumant, la femme qui est enceinte en face de moi, bah, tue son bébé, enfin l'intoxifie. Donc, comment lui pardonner elle de fumer alors que je suis responsable du fait de lui redonner une cigarette?
effectivement, il y a un positionnement, mais déjà se pardonner, dire que vous n'étiez pas forcément au courant au début quand on lui avait proposé qu'il y ait une cigarette, et dire qu'elle est responsable aussi de ses choix. Donc, c'est vraiment créer un détachement émotionnel et que la loi de la réciprocité, c'est-à-dire ce que vous envoyez à l'autre, il ne vous le renverra pas forcément. Si vous êtes bienveillante, il ne va pas forcément vous envoyer de la bienveillance. Si vous êtes malveillant, la personne peut rester bienveillante. Il n'y a pas de loi universelle là-dessus, à part, je dirais, pour pardonner, d'être en accord avec vos choix moraux et intellectuels. Merci Sarah. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions? Oui, une dernière. Est-ce que le pardon peut-il se faire réellement dans cette vie ou dans une autre? C'est une question de Audrey. Alors, c'est une belle question. Alors, selon moi, le pardon étant relié à une expérience, du coup, on va dire terrestre, c'est-à-dire d'incarnation à l'instant T, il ne peut se faire pour moi que de vie en vie. Si vous n'avez pas effectivement pardonné, c'est-à-dire fait le deuil de quelque chose dans une ancienne vie, c'est-à-dire une problématique non résolue dans une relation ou à travers un événement, par exemple vous avez été militaire, vous avez envoyé des gens faire la guerre, etc. et vous n'avez pas à vous pardonner ou à pardonner à votre supérieur de ce qui vous a été ordonné, cette phase de pardon vous sera traduite différemment dans la vie suivante. Du coup, vous aurez d'autres situations avec des nouveaux pardons à vivre. Par rapport aux connexions des âmes, on dit des âmes à âmes, etc., les âmes sont au-dessus de cette psyché-là humaine. Ce qui est important, c'est de savoir comment vous pouvez être en paix. Une fois, j'ai beaucoup culpabilisé dans cette vie, parce que sans le vouloir, entre guillemets, c'était pas intentionnel, c'était réactionnel. J'ai fait très mal à un animal, mais sans le vouloir. J'avais un rat, enfin j'avais des rats domestiques à une époque, et à un moment donné, je faisais mes devoirs, et j'ai eu très peur, il m'a sauté sur l'épaule, j'ai fait un mouvement, il est tombé. Je lui ai fait mal, j'ai culpabilisé, je suis responsable. C'était entre guillemets intentionnel de me libérer de quelque chose que je ne savais pas qui me tombait dessus. Et il faut se pardonner. C'est-à-dire, effectivement, lui, il a eu mal, il a eu une patte cassée, le pauvre. Mais effectivement, il y a toujours cette notion de réactivité. J'ai pas été dans la gestion de mes émotions. Je peux encore me flageller là-dessus ou accepter la situation. Tant pis. En fait, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme on peut casser de la vaisselle ou autre. Donc, est-ce que le pardon peut-il réellement se faire dans sa vie? Je pense que le pardon, donc l'amour de soi, est une occasion à chaque fois de s'aimer, de se rapprocher de qui l'on est réellement et de son être véritable. Donc je pense que chaque fois où le pardon est demandé à quelqu'un, donc par rapport à tout ce que j'ai pu dire précédemment, on vous donne l'occasion de grandir. Et c'est une croissance au niveau du cœur et de l'âme pour vous alléger en fait. Alors, on devient en vie, pas dans le sens que vous êtes plombé dans une vie et moins dans une autre, mais plutôt que vous n'allez pas revivre exactement les mêmes expériences au fil du temps. Et ça, c'est le plus important pour enfin dépasser et aller vers une construction et une conscience pleine de qui vous êtes, de votre véritable nature, qui n'est pas une question de puissance, qui n'est pas une question de niveau, mais qui est une question d'intégrité et d'authenticité. Merci Sarah. Et merci pour les questions. Alors, est-il possible que tu nous expliques un petit peu plus dans le détail ce qu'on va voir pendant les ateliers, s'il te plaît? Alors, pendant les ateliers, je vais juste vous reprendre les titres exacts pour pas vous dire n'importe quoi. Oui, parce que je les ai pas sous les yeux. Donc, dans le premier atelier qu'on verra donc le 11 mars, c'est apprendre à ouvrir son cœur et à rayonner l'amour. Donc, on va apprendre à rayonner notre chakra cœur, à l'utiliser, à le booster, à travailler également avec la connexion avec le chakra de la Terre, le chakra cœur de la Terre qui se trouve du coup en Angleterre. Je vous apprendrai à vous connecter là-bas pour vous permettre du coup de vous guérir au niveau des blessures émotionnelles, donc de rejet, de trahison, d'humiliation, et vous donner du coup un langage un peu plus universel, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en réaction face à d'autres personnes, vous allez apprendre justement à être réellement dans une forme d'acceptation, de pardon, de pragmatisme, mais vraiment en douceur. C'est vraiment aussi une connexion qui va vous permettre de communiquer davantage, j'ai envie de dire d'âme à âme, mais aussi avec les esprits, donc esprits de la nature, les dragons, ce monde de l'invisible, pour justement être en réceptivité, donc une forme de mise à nu, pour après du coup connaître davantage aussi votre potentiel qu'on appelle de guérison, parce que l'amour guérit beaucoup de choses, mais bon, je vous détaillerai ça durant l'atelier, réellement la définition de cet amour-là, qu'est-ce que j'entends par amour, comment on le véhicule, comment on le donne. Donc ça, ce sera l'atelier du 11 mars. Pour le 17 mars, du coup, ça va être un atelier pour lever les blocages et les mécanismes d'auto-sabotage.
C'est-à-dire que dans notre vie, on porte beaucoup de casseroles. Je parlais aussi de tous les fondements qu'on porte, donc des mémoires transgénérationnelles et karmiques qui peuvent être des croyances donc limitantes. Donc nous freiner dans notre évolution personnelle, professionnelle. Donc personnelle, ça va être dire des fois envers soi, avoir un quotidien qui nous permet du coup d'être bien. Personnel, ça peut être donc relationnel par rapport à notre famille, par rapport à nos proches. Donc ça va être des mécanismes donc d'auto-sabotage qui vont être à lever durant cet atelier et des blocages aussi des croyances qu'on s'est bien fait porter avec la culpabilité, la peur de ne pas être assez bien, notamment un peu comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure en début, le syndrome de l'imposteur, tout ce qu'on a comme comportement de procrastination négatif. Donc, comment dépasser ça pour réellement se révéler. Ensuite, donc les blocages, ça va être surtout tout ce qui va être de l'ordre du psyché, des capacités extrasensorielles pour voir plus loin. On va booster aussi l'intuition. Parenthèse. Ensuite, l'autre atelier, c'est attirer l'abondance à soi, l'amour et la joie. Donc, apprendre à se nourrir, apprendre à goûter aux fruits du coup de notre résultante, donc des clés psychiques, énergétiques et émotionnelles, pour aller encore plus loin donc dans la compréhension de soi, l'acceptation du coup de vos forces, la libération du coup de choses qui ne sont pas de l'ordre de l'abondance, mais qui sont prises comme telles. Donc, un repositionnement, on va dire clairement, de votre âme et de l'espace donc de guérison qu'il y a dans votre hara, vraiment pour libérer tout ce qui n'est pas à vous, qui n'est pas de votre temple sacré, mais qui par contre ne demande qu'une chose, c'est d'accueillir, on va dire, le merveilleux, la révélation de l'être pour soi. Donc voilà les 3 types d'ateliers qu'on verra. Donc je reprends juste l'écran pour les prochaines dates. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Alors, il n'y a plus d'autres questions. Je vérifie vite fait dans le chat. Effectivement, plus de questions pour l'instant. Du coup, je pense qu'on peut passer à la méditation. Très bien. Écoutez, je vous invite à vous installer, tout simplement. Vous pouvez vous mettre en tailleur ou allongé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être vraiment dans une grande posture de yoga ou d'étirement. Mettez-vous juste à l'aise. Le temps que vous installez, je prends juste une gorgée d'eau et on y va. En fin de tasse. Il faisait soif. Du coup, si vous êtes tous installés, je vais vous laisser donc quelques petites secondes pour faire des petits mouvements amples avec vos bras. Donc si vous êtes allongé, vous pouvez vous étirer, comme si vous vous réveillez lentement, vous bougez un petit peu. On va mettre du mouvement cette fois en début de cette méditation. Si vous êtes assis, vous pouvez aussi croiser les doigts et les étirer au-dessus de vous. Bougez vos épaules. Faire le dos rond. Mettre les épaules en arrière. On va mettre un peu de circulation. Et on va travailler du coup sur vraiment l'élévation de votre âme. Donc on va libérer les blocages. On va faire un petit peu un mix sur tous ces petits ateliers qu'on verra ensemble dans les jours prochains pour justement vous permettre là de goûter déjà à ce qui est. On va travailler aussi, alors s'ils sont toujours d'accord, mais je pense que oui, avec quelques présences que vous découvrirez pendant la méditation. Donc je vous invite à bouger et quand vous le sentirez, sur une grande respiration, vous fermerez les yeux et vous vous immobiliserez dans la posture la plus confortable pour vous. En fermant les yeux, vous autorisez du coup à rentrer en contact justement avec ce hara, donc cette énergie vitale, ce temple qui se situe dans votre bassin, en dessous du nombril. Et vous allez donc fermer les yeux et visualiser comme une immense grotte de cristal qui se définit de plus en plus à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Plus vous inspirez, plus vous voyez le côté chatoyant de cristaux, des cristaux qui se trouvent autour de vous. Des stalactites, des stalagmites, blancs, d'un blanc ivoirien qui s'étirent autour de vous. Des colonnes d'un blanc limite translucide pour certaines. Et une lumière dans cet espace qui inonde votre regard, votre cœur et votre corps de joie, de douceur, mais surtout d'apaisement et de détente. Dans cet espace sacré,
qui est le vôtre. Vous pouvez avancer à l'intérieur et entendre l'écho de vos pas au fur et à mesure que vous avancez dans cet espace comme infiniment grand, blanc, majestueux, plus ou moins travaillé, plus ou moins orné de reliefs, d'arabesques. Vous vous trouvez dans un sanctuaire sacré et vous vous rapprochez de plus en plus du centre de ce sanctuaire, qui est comme une immense place, comme si un immense mandala était dessiné au centre. Et vous avancez sur ce mandala d'un blanc ivoirien au contour doré qui marque le sol et le centre de votre énergie vitale, de votre ressource, celle qui nourrit l'entièreté de votre être, qui vous connecte à votre âme, qui vous connecte à votre essence, à votre magie, à vos aptitudes au-delà du conscient. Et vous continuez de respirer. Et vous voyez que ce mandala est de plus en plus orné de doré, comme un travail d'orfèvre, comme s'il attendait également depuis longtemps votre venue sur lui. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure que vous marchez sur ce mandala, que des arabesques, donc des dessins, des parties de ce mandala s'illuminent. Et vous allez faire un pas sur chaque motif qui brille et qui s'illumine d'une lumière cristalline et vaporeuse. Et en mettant votre pied dessus, vous entendez un son, comme une note de musique au loin, qui résonne. Puis vous mettez votre pied sur une autre arabesque illuminée et vous entendez une autre note de musique. Et vous remarquez que c'est comme un orgue, un morceau de piano doux qui se fait entendre cristallin au fur et à mesure que vous marchez. Une mélodie qui s'éveille du sol en aurore boréale, qui s'élève du sol vers le ciel au-dessus de vous et qui illumine maintenant le plafond de cristal de ces magnifiques couleurs et qui arbore du coup des sons poétiques, des mélodies presque elfiques, angéliques, archangéliques. Vous vous sentez bien dans cet espace et vous remarquez au fur et à mesure que vous faites ces mélodies et que les dessins s'affichent sur le plafond, que vous n'avez plus à marcher pour que la mélodie se lance. Elle s'est lancée, elle est maintenant révélée. Et vous vous mettez donc proche du centre, où vous remarquez s'élever comme un lotus de pétales, cristalline, translucide, comme du diamant. Remarquez ce lotus qui lévite dans les airs, au milieu donc de cet espace sacré. Et vous voyez comme une petite perle au cœur de ce lotus de diamant lévitant au centre de ce mandala. Et cette petite perle, c'est le savoir de vos âmes. Je dis bien de vos âmes, c'est-à-dire toutes les âmes, toutes les expériences karmiques que vous avez vécues, toutes les expériences d'âmes positives, héritées transgénérationnellement, que vous êtes prêtes à révéler. Vous voyez cette perle, et de votre doigt, vous allez la toucher, lentement, la caresser, et en la caressant, vous remarquez que le plafond de cristal s'évapore petit à petit, comme en une multitude d'étoiles, comme si la voûte céleste de l'univers se dressait maintenant au-dessus de vous, avec cette aurore boréale.
Les colonnes disparaissent et s'affaissent en brume, dorée, pailletée, d'argenté. Et seul reste au centre ce mandala sur lequel vous êtes posé, avec ce lotus et cette petite sphère dorée que vous avez caressée de votre doigt. Vous voyez au-dessus de vous des constellations, des milliers d'étoiles qui vous illuminent, comme s'il faisait jour. Et l'aurore boréale, qui vient du coup inspirer de sa mélodie, qui reste encore, elle vient vous inspirer le repos, l'amour, la douceur, le pardon et la compassion. Et vous remarquez qu'au son de cette aurore boréale, les étoiles au-dessus de vous, de cette voie lactée, de ces constellations, répondent. Des étoiles s'illuminent, certaines sont rouges, d'autres sont bleues, et d'autres encore sont vertes, et certaines jaunes, voire blanches. Vous les voyez scintiller à différentes intensités. Et au fur et à mesure qu'elles scintillent, vous voyez comme un petit faisceau de lumière qui se dirige droit vers vous, vers votre cœur, et toutes les étoiles de l'univers, autant que vous puissiez en voir, pointent vers vous des faisceaux de couleurs, de leur couleur, pour aller vers votre cœur. Et quand elles s'approchent de vous, ces lumières, vous vous sentez baigné intérieurement d'une allégresse, d'une force, d'une paix, d'un taux vibratoire extrêmement élevé. Vous emplissez de la magie universelle, des secrets universels de cet univers, de ses lois et de la magie de ses êtres. Vous remplissez de cette lumière. Le tracé de ces étoiles à votre cœur s'estompe et disparaît, et vous sentez vibrer, rayonner cette belle lumière blanche, divine autour de vous. Votre taux vibratoire s'élève, votre santé s'améliore, votre connaissance, votre compréhension de vous-même et de l'autre évolue. Et vous remarquez qu'autour de vous, donc autour de ce mandala sur lequel vous êtes toujours, se dessinent des silhouettes d'anges, d'archanges, de guides spirituels, de dévas, de dragons. Et tous prononcent ces sons pour vous raccorder au niveau du cœur, de la tête et de l'âme. Wana, Tatsalia, Slumundil, Asela, Numentus, Tilikolia, Nansekel, Enfota, Galacti, Numurin, Natsu, Enoken, Enstara, Varied, Hen, Cross, Haka, Hen, Cross, Han, Joata, Baple, Hona, Conostil, Envalis, Conostil, Envalis, Zazquel, Ensara, Enchoris, Gamenta, Enchoris, Galenta, Ho, Min. En prononçant ce code, ils vous partagent leur énergie, leur force, leur puissance, et ils vous permettent également de vous nourrir de toutes les fréquences intégrées aujourd'hui par ces étoiles, par ces guides de lumière, par vos ancêtres qui vous regardent et qui veillent sur vous.
Toujours sur ce mandala, vous allez regarder tout ce qui compose donc ce mandala, ce lotus, les étoiles. Et vous allez inspirer ce monde à nouveau dans votre cœur, comme si tout se dématérialisait en petites paillettes pour venir dans votre cœur et descendre à nouveau dans votre hara. Vous inspirez tout ça, tout se dématérialise en poussière d'étoiles, dorées, arc-en-ciel. Et elles viennent du coup se raccorder à votre trame de vie, réparer votre ADN, réparer votre conscience, vous soulager des maux, des peurs que vous avez portées. Vous réintégrez ces fréquences avec douceur, force, compassion, bienveillance, amour et pardon. Inspirez tout cela et lentement ouvrez les yeux en disant à voix haute merci, merci à vous-même. Et prenez le temps lentement de rebouger le corps, les épaules, pour revenir dans l'instant présent, connecté et unifié. Merci infiniment. C'était très doux. J'aime bien faire des voyages. Sachez, pardon. Comment? Je disais, sachez juste que le code à prononcer était juste pour l'espace de cette méditation qui n'est pas à retenir, à refaire, parce que tout code a des responsabilités vibratoires et je ne m'engage pas à dire que si vous cherchez à l'utiliser autrement, ça peut détériorer, je pense, le travail d'aujourd'hui. Donc, accueillez juste dans le présent ce travail. On va peut-être attendre un petit retour de nos auditeurs. Bien sûr. Si vous souhaitez partager, n'hésitez pas, en tout cas. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Véronique. Et j'espère du coup que les prochaines aussi méditations qu'il y aura à la fin des ateliers vous parleront. Parce qu'elles seront toutes d'un voyage exceptionnel, je pense. Je pense aussi. Bien, écoute, je crois qu'on n'a plus qu'à se souhaiter une belle soirée, une belle intégration des informations que tu nous as transmises ce soir. Et on espère vous retrouver nombreux et nombreuses pour les ateliers qui vont arriver très bientôt. Et n'hésitez pas à partager aussi du coup à vos amis, à vos proches cette vidéo aussi, parce que je pense que beaucoup cherchent des fois des réponses et ça peut en aider, je pense, peut-être plus d'un, ou du moins mettre sur certaines pistes d'évolution. Et comme on est tous là pour s'entraider, n'hésitez pas. Absolument. Merci infiniment, Audrey. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Merci à toi, Sarah. Merci à vous dans le chat pour vos présences, vos partages, vos réactions, vos questions. Et puis, nous vous souhaitons une très belle fin de soirée et à très bientôt. Très bonne fin de soirée et merci Muriel pour ta lumière et ton accompagnement. Merci de me permettre Merci à toi. Merci, Sarah. Très bonne soirée à tous. À bientôt.